Ah, pas facile les vieilles portes. Bienvenue au château de Til-Château, en province de Namur. Nous sommes en Belgique. Je vous ouvre tout de suite. Bienvenue dans ce château situé dans le village de mon enfance. Je l'ai racheté il y a 1 an et demi dans le but de le partager. Moi-même, du coup, étant issu de ce village, je souhaitais promouvoir la culture et qu'un maximum de personnes puissent profiter de ce cadre idyllique. Et par la même occasion, grâce aux événements que j'y organise, j'espère pouvoir le restaurer complètement. Donc, comme vous allez pouvoir voir plus tard dans la visite, le château se compose de 2 parties principales. Il y a tout d'abord le corps du logis, ou le manoir, qui est vraiment la partie authentique du XIIe siècle, et le donjon, qui est beaucoup plus récent, et je vous montrerai, il y a pas mal de travaux à effectuer. Nous nous situons dans la cour haute du château, appelée cour d'honneur. Il y a 2 éléments particuliers et remarquables à énoncer. Premièrement, le pilori, qui est le symbole de la haute justice dès le XIIe siècle. Le seigneur avait autorité totale sur cette terre et droit de vie ou de mort sur quiconque commettait un méfait. Donc les personnes étaient attachées au pilori et châtiées ou simplement humiliées devant le public. La deuxième structure remarquable est bien sûr le puits à Margelle qui se trouve devant nous. Celui-ci fait environ 16 mètres de profondeur et était vraiment la provision d'eau en cas de siège, puisque bien sûr nous sommes ici en bordure de la province de Namur, anciennement le comté de Namur, et il y avait évidemment à ce moment-là des frictions avec le comté du Hainaut. Et donc en cas de siège, celui-ci permettait d'approvisionner la population qui se retranchait au sein des murs. Donc je vais vous montrer dès à présent le plus intéressant pour moi, puisque c'est vraiment la partie authentique du château, c'est le corps du logis qui se compose de plusieurs parties. Je vais commencer par le rez-de-chaussée que nous appelons la salle des gardes. Donc la salle des gardes qu'il y avait ici, puisque vous voyez quand même que la pièce est divisée en paliers. Donc ici c'est plus bas, mais vous avez 2 parties plus élevées qui correspondent en fait aux vieilles caves primitives, qui était en demi-étage. Donc ici, nous avions la cuisine, puisque nous avons une cheminée. Donc c'est là qu'étaient concoctés les mets médiévaux de l'époque. Et nous avons une deuxième partie avec une scène qui était reconstruite, qui était plutôt construite et produite au début du XXe siècle, puisqu'elle n'existait pas. Cette deuxième partie était divisée en 2 niveaux. En bas, c'était plutôt un cellier. Au-dessus, c'était les dortoirs des gardes. Donc il y a plusieurs éléments qui permettent justement d'étayer cette hypothèse, puisque nous avons dans les murs des ancrages, des corbeaux anciens, puisque cette pièce est quand même presque complètement du XIIe siècle. Donc nous pouvons voir qu'à cet endroit-là, la partie subdivisait les 2 étages. Ici nous avons la scène, puisque en fait la scène a été construite pour les besoins du village. Dans le courant de la guerre, donc le 14 mai 1940, une bombe a explosé au centre du village, au sud-ouest de l'église, et a détruit une bonne partie du village. Entre autres, une bonne partie de l'église, 400 maisons, et des maisons qui se trouvaient dans l'actuelle cour basse que nous verrons plus tard. À sa suite, la population ne pouvait plus aller à l'église forcément, et le château a servi d'église pendant une 12aine d'années. Donc les offices religieux se faisaient ici justement. Nous voyons un ancien banc qui est d'époque et qui était ici à cette occasion, et donc les offices sont faits jusqu'en 1952. Pour la scène, je peux vous montrer un élément assez intéressant pour revenir à l'idée de la subdivision de la salle. C'est que nous avons ici une arche en pierre qui laissait passer les convois et les charrettes pour accéder au cellier. Donc ici nous avons, avec un peu d'imagination, nous allons voir que nous avons les anciennes traces de l'arche. Évidemment, il y a eu beaucoup de modifications, donc c'est plus compliqué à percevoir maintenant. Tout a été rebouché, donc ce ne sont plus les mêmes besoins qu'auparavant. Pour continuer la visite, je vais vous montrer un élément authentique du château
qui est purement du XIIe siècle. Ce sont les escaliers à vis. Avant d'y arriver, une petite chose que j'ai oubliée, la théorie des 2 étages est facilement vérifiable puisque nous avons 3 meurtrières équipées de petites marches au rez-de-chaussée, puis au-dessus nous avons 2 ouvertures plus anciennes. Donc voilà pour la petite information. Donc pour l'escalier à vis, donc il est du XIIe siècle. La tour ronde a été reconstruite sur le dessus dans le courant du XXe siècle. Mais il faut savoir que normalement les escaliers à vis tournent dans le sens horloger pour justement défavoriser les attaquants qui normalement sont majoritairement droitiers, alors que le défenseur est lui-même aussi droitier et il est plus facile pour se défendre. Petite incohérence, ici c'est l'inverse. L'escalier tourne dans le sens anti-horlogique. Du coup, à l'entrée de celui-ci, on peut voir quelques traces de la Révolution française, puisque bon, l'éclairage ne favorise peut-être pas d'objectiver cette théorie, mais les pierres sont plus foncées qu'ailleurs, donc on peut supposer que le feu s'est engouffré dans la cage d'escalier. Les sans-culottes en 1793 se sont emparés du château pour le dérober et ainsi le détruire, notamment le symbole du pouvoir, donc le donjon, qui était déjà en très mauvais état, et se sont servis des pierres pour construire leur maison, ce qui se faisait quand même assez fréquemment avec les châteaux à l'époque. Donc vous pouvez me suivre pour voir l'escalier à vis. Donc escalier à vis composé de 56 marches, la plupart sont authentiques. Il suffit de regarder leur état général pour s'en rendre compte. Donc il va nous amener dans une salle qui est magnifique, donc la salle des seigneurs. Alors nous voilà enfin dans la salle des seigneurs. Donc la salle des seigneurs, c'est quand même la 2e plus grande salle médiévale de Belgique, après celle de la salle des comptes à Gand. En termes de volume, on n'a pas trop à être jaloux de cette salle à Gand que j'ai pu voir. Cette salle était divisée en 2 parties. Donc comme vous pouvez voir sur les baies géminées, il y en a 3 plus grandes et 2 plus petites de part et d'autre de la cheminée. Pourquoi? Parce que cette pièce était subdivisée en 2 parties. À cet endroit-ci environ, il devait y avoir une grande tenture qui séparait les appartements du seigneur, dans lesquels il vivait avec sa famille, de la partie officielle, tribunal plutôt, où il y avait, imaginons, son trône ici, il recevait ses vassaux. Donc il y a énormément de choses à dire sur cette salle. Premièrement, en parlant du toit, de la toiture, du coup le faux plafond est une sorte de coque de bateau inversée qui en fait est typique des maisons templières, hein, puisque Jean de Die était un templier de la première vague. Ensuite, nous allons voir aussi des armoires, donc les armoires qui sont les seuls endroits où on pouvait ranger dans cette salle, puisque le restant était amené via des malles, des coffres, puisque ce château était principalement plutôt défensif. Donc les seigneurs possédaient ce château entre autres avec d'autres et venaient de temps à autre avec leurs malles. Donc ils déplaçaient tous leurs ustensiles de cuisine, leurs vêtements avec ces malles. Donc pour le restant, nous pouvons voir du coup une différence assez marquée entre l'ancien et le nouveau, puisque comme j'avais expliqué au XXe siècle, si je ne l'ai pas expliqué, je vais le refaire, mais un riche industriel, Louis Piret, a reconstruit le château à l'identique, à l'aide de l'architecte Puissant. Son nom s'appelait Puissant. Donc on peut voir quand même des coups-sièges qui sont quand même assez abîmés. Donc on peut deviner des parties plus authentiques, alors qu'en face de moi nous avons des margelles plus récentes. Donc en prenant du recul, et avec l'aide de la lumière, on peut voir qu'il y a quand même une démarcation assez irrégulière forcément, puisque le château a été détruit. Mais ça témoigne bien du passé tumultueux du château et on peut vraiment, grâce aux corbeaux, par exemple celui-ci qui subsiste encore, voir que la pièce était subdivisée en 2 parties. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Il y a une vieille chaise d'église qui date du 19e siècle.
probablement issue de l'église, justement détruite pendant la guerre. Elle a été utilisée ici comme trône, donc c'est comme ça que les villageois la nomment, sur une petite margelle, donc assez sympathique à défaut d'en avoir un vrai. Et alors nous avons des vieilles latrines. Donc il faut savoir que la latrine, c'est la pierre sur laquelle nous faisions notre commission, mais la pièce en question s'appelle la garde-robe. Donc pourquoi la garde-robe? La voici. Attention, endroit très exigu. La garde-robe, comme son nom l'indique, permettait d'entreposer les robes et les vêtements, parce que la présence d'ammoniac plus une ventilation permettait d'éloigner les mites et donc de préserver les vêtements. Donc la latrine, c'est la pierre sur laquelle nous nous posons, surmontée d'une planche en bois, percée évidemment d'un trou, c'est plus pratique. Et alors à ce moment-là, on s'arrangeait comme on pouvait, hein, avec du foin et des feuilles mortes. Retournons maintenant dans la salle des seigneurs. Donc celle-ci mesure presque 10 mètres de haut. Donc je ne vous cache pas que c'est assez compliqué pour chauffer. Mais c'est quand même la plus belle pièce du château, c'est quand même assez emblématique. Et je compte vraiment l'ouvrir au public pour l'année 2026, une fois que les travaux de toiture seront parachevés. En parlant de toiture, je vais vous amener tout doucement dans le donjon et nous allons pouvoir monter à son sommet. Ici, c'est vraiment l'endroit qui nécessite le plus de travaux et je vais vous montrer l'ampleur de ceux-ci. Déjà en vous montrant la chapelle, donc c'est ce qui est utilisé comme chapelle. Donc voilà, je vous montre tout de suite. Un gros problème, c'est que la reconstruction a été, je pense, mal conçue. En fait, un plancher est surmené de gravier et de pavés en schiste. Donc le poids a fait son temps et le plancher n'a pas survécu longtemps. On va dire qu'il a quand même flanché pas mal et alors les infiltrations d'eau n'ont pas aidé. Donc malheureusement, c'est un peu le devenir de chaque étage et il faudra malheureusement tout reconstruire à l'identique. Mais bon, c'est un challenge, hein. Le toit lui-même est à relever, à rehausser. Il est maintenu par des étançons, donc là, il pourrait très bien s'effondrer d'un jour à l'autre, mais on va espérer que non, hein. Donc pour la toiture du manoir, je vous montre tout de suite en me frayant un chemin sur la courtine sud. Donc ici nous avons une belle vue sur le manoir, sur le donjon plutôt et les travaux à réaliser. Donc de plus près, c'est plus facile de comprendre, hein. Donc il y a des corbeaux qui sont cassés, il y a beaucoup de joints qui sont disparus. La conception du donjon, je pense, a été mal pensée, peut-être des fondations pas suffisamment solides, et alors il y a beaucoup de fissures, parce que le poids a permis au donjon de prendre place, mais ça a créé quand même des déformations sur les structures. Je vous montre tout de suite les travaux réalisés justement hier. Il faut savoir que le toit est constitué d'ardoise naturelle, donc on va respecter ça en mettant des petits crochets en cuivre, hein, comme c'était fait. Les solins, eux, ont été replacés en zinc, donc ça va permettre d'avoir une étanchéité, de pouvoir restaurer les moulures au plafond de la salle des seigneurs, puisque c'est quand même une magnifique pièce, et donc il faut pouvoir préserver ça. Donc, je vais vous montrer maintenant un point de vue extraordinaire depuis le sommet du donjon. Donc nous avons encore quelques marches, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a 98 marches en partant du bas. Donc nous voici au sommet du donjon. Vous allez voir, nous avons une vue imprenable. Comme vous pouvez voir, nous sommes sur une plateforme en zinc. Là où je me situe actuellement, c'est précisément sur la poutre qui est pourrie. Donc vous voyez, il y a une petite partie plus déclive qui a accumulé de l'eau, et c'est probablement ici que l'eau s'est engouffrée et qui a créé tous ces dégâts. Donc à refaire. Ici vous pouviez voir forcément sans souci
les ennemis arrivaient. Donc le donjon culmine à environ 21 mètres et nous avons une vue à 360 degrés sur tout le village. Et alors, vu la hauteur, profitez de mettre un drapeau belge. Nous allons retourner d'abord dans la cour pour ensuite vous faire visiter la herse du Châtelet. Donc pour reprendre notre souffle après cette descente vertigineuse, nous allons voir maintenant ensemble la salle des tacs, puisqu'elle est composée de beaucoup de tacs de cheminée. Donc la voici. Attention, puisqu'il n'y a plus de plancher malheureusement. Vous allez voir ici, donc je vais essayer de prendre un ton plus dramatique, puisque le donjon maintenant n'est composé de plus que 2 étages. Nous allons voir ici, voyons le rez-de-chaussée, le cellier. Ici, c'est la salle des tacs, donc composée d'une vingtaine de tacs de cheminée. Les plus vieilles datent du XVIe siècle. L'objectif ici est de le reconstruire à l'identique. Malheureusement, le plancher ne pouvait pas être maintenu. Nous avons essayé de démonter les parties détruites et pourries, mais malheureusement, l'ensemble de la structure ne tenait plus suffisamment. De nouvelles poutres en chêne vont être bientôt placées et nous allons reconstruire des planchers en chêne tout neufs. Et je pense que le donjon pourra accueillir quand même quelques gîtes. Nous voilà enfin de nouveau sur le plancher des vaches. Donc je profite de cette éclaircie pour parler de la façade du château. Avant ça, un petit mot complémentaire sur le puits. Donc comme vous voyez, il y a une grosse margelle, c'est un puits à margelle. Quand l'eau était remontée, un gros seau était déversé, donc ceci c'est le déversoir, et l'eau était réceptionnée dans des plus petits seaux. Ce puits donc fait 16 mètres de profondeur et il y a une ouverture à environ 12 ou 13 mètres. Il y a un souterrain, en fait, puisque celui-ci a déjà été emprunté par des villageois il y a très longtemps, et celui-ci rejoint une ferme du XVIe siècle, ou plutôt du XVIIe siècle. Donc le souterrain passe en dessous du village, et on aimerait percer à jour ce mystère, puisque s'il y a un souterrain, peut-être qu'il y a aussi une antichambre et des souterrains à découvrir. Pour revenir sur le corps du logis, donc ici, avec un peu de recul, nous allons voir beaucoup mieux que nous avons du coup les baies géminées qui sont dépareillées, donc 3 vers le côté droit pour la partie réception du Seigneur et 2 plutôt avec des trapèzes au lieu d'avoir des cercles, ce sont des trapèzes, donc il y a une différence bien marquée sur les appartements du Seigneur. 2 cordons lamiers qui créent une démarcation au niveau des fenêtres, donc c'est assez caractéristique de l'architecture romane. Et alors un petit côté gothique aussi qui marque la transition à l'époque. Maintenant, je vous invite à retraverser la haute cour et nous allons dans la salle supérieure du Châtelet. Donc celle-ci abrite la herse en fait, qui est donc le premier rempart envers l'envahisseur. Donc les portes cochères étaient en général fermées, puisque à l'époque les temps de paix étaient quand même assez rares. Vraiment en cas de paix, bon, tout était ouvert, mais sinon la herse c'était vraiment la première chose qu'on descendait en cas d'attaque. Donc je vais vous montrer ici, nous allons passer par une petite porte sur le côté et monter un petit escalier en colimaçon en bois. Il faut faire attention puisqu'il y a quand même certains planchers qui ont cédé. Et donc nous allons maintenant voir le mécanisme de la herse, mécanisme qui est à revérifier puisque ça fait plus de 30 ans qu'il n'a pas été utilisé. Donc les rouages ne sont plus bien adaptés. Il faut être 3 pour 2 personnes pour soulever la herse et une personne pour retirer les cales. Donc ce serait assez intéressant de réutiliser. Cette pièce va être utilisée essentiellement pour la création d'un futur gîte, puisque afin de pouvoir réaliser des travaux assez rapidement, il va falloir un peu de fond.
Donc je pense que les personnes qui auront le plaisir de dormir ici auraient quand même une assez belle vue. Encore autre chose dans cette pièce dont je voulais vous parler, hormis la herse, ce sont les assommoirs, donc les trous qui sont maçonnés dans l'épaisseur du châtelet. Nous en avons 2 ici à l'avant et alors un autre petit ici rond à l'arrière. L'assommoir servait à mater l'ennemi, donc non pas avec de l'huile bouillante comme la légende le raconte, puisque c'était comme une denrée assez onéreuse, mais plutôt des cailloux ou du sable bouillant pour rentrer dans les armures ou tout ce qui passait sous la main. Donc la courtine a un moyen facile de passer d'une structure à une autre. Ici vous pouvez voir donc une barrière, puisque les normes de sécurité exigent quand même un minimum de mesures, mais vous pouvez voir en dessous de moi les trous de boulin qui étaient les ancrages utilisés pour on va dire les balcons d'époque. C'était des poutres en chêne renforcées en vertical par un autre, un peu comme un tenon mortaise. Et à ça qui servait, donc on peut voir des trous de boulin partout, tout le tour de la cour, hein, sur tous les remparts. Ici vous voyez qu'il y a des archères, hein, donc ce sont des meurtrières. Comme vous savez, l'ouverture à l'intérieur est assez importante par rapport à l'extérieur, ce qui permettait d'avoir un angle de tir relativement important, et ça peut aller même jusqu'à 20 mètres de plage de tir, alors que l'ennemi, lui, n'en a que 4 ou 5 cm. Nous avons une belle vue sur l'ensemble du château, un peu surélevé, et comme le soleil est de la partie, et le vent aussi, hein, nous voyons le drapeau belge flotter, et c'est un très beau décor, une de mes vues préférées. Donc pour terminer cette visite de la cour basse, je profite de vous montrer le plus gros des travaux. Il faut savoir qu'il y avait quelques arbres qui avaient poussé dans les murs, beaucoup de gravats. Certains de ces murs étaient justement à moitié effondrés, donc ça nous a pris quand même une bonne partie du temps. Donc nous avons pu conserver certains remparts. Je profite d'expliquer aussi que la pelouse ici, en fait, c'était le centre du village. C'était un peu une place. Donc, au XVIIe siècle, les remparts ont été construits pour remplacer ce qui était auparavant des palissades. Donc, c'était vraiment un lieu de vie fortifié qui protégeait la population d'éventuelles invasions. Donc, on pouvait trouver une forge, un boulanger, tous les métiers essentiels à la vie de tous les jours. Sur cette pelouse, nous organisons maintenant chaque année un Oberbayern au mois d'octobre, et dans la cour que nous venons de visiter avant, la cour d'honneur, un marché de Noël qui dure environ un mois. Je vous remercie vraiment de votre attention et j'espère vous revoir bientôt, notamment l'année prochaine où normalement nous aurons le plaisir de vous présenter les tout nouveaux gîtes. Je vous remercie pour votre attention.